Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis accompagné ce soir de Frédéric Puzin qui est le fondateur de Quorum. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et également de Philippe Servézy qui est le directeur de l'immobilier. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Aujourd'hui nous allons vous expliquer les raisons qui nous ont poussé à nous intéresser aux États-Unis et nous vous présenterons évidemment, et c'est l'objet, cette 4e SCPI. Mais avant de commencer, je vous rappelle l'avertissement habituel. Les revenus de cette SCPI et des autres SCPI ne sont pas garantis, ainsi que le capital. Et ils peuvent varier à la hausse comme à la baisse, ces revenus, mais également le prix de la part. Je vous propose le déroulé suivant ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Et évidemment, pour ceux qui seraient coupés, qui auraient un empêchement, le replay, une rediffusion, avant que Frédéric me corrige, vous sera envoyé automatiquement, donc ne vous inquiétez pas. Le déroulé donc, sera le suivant. On aura un rapide retour sur la SCPI historique qui est Quorum Origin. Ensuite, on va revenir sur le pourquoi des États-Unis. Il y a une analyse qui a été faite avant de se lancer, évidemment. Ensuite, on parlera de l'immobilier américain avec Philippe particulièrement. On évoquera l'exposition au dollar, une source de diversification, une opportunité, mais aussi un risque. Et on vous donnera nos explications sur ce point. Et enfin, Quorum USA, donc les caractéristiques, on va dire, pratiques et techniques de cette SCPI. Un retour rapide sur Quorum Origin. Quorum Origin dont la promesse au lancement était de délivrer une performance de 6%. Une promesse qui a été tenue depuis 2012 pour cette SCPI qui a grandi, on va dire, raisonnablement au fur et à mesure des années. Philippe, peut-être tu peux nous donner un petit peu de visibilité sur 2024. On est déjà fin novembre. Oui, on peut dire qu'en 2024, l'objectif des 6% sera également tenu. Et donc, Quorum Origin a un long fleuve tranquille depuis 2012 ? C'est jamais un long fleuve tranquille, la gestion d'une SCPI, mais on peut dire que les objectifs ont été tenus et que jusqu'ici, ça s'est plutôt bien passé. Merci. Et tout de suite, donc à présent, pourquoi les États-Unis ? Pourquoi s'y intéresser ? Frédéric, peut-être avant de rentrer dans les chiffres de croissance, de l'emploi, peut-être que tu peux revenir sur la réflexion initiale et la genèse de cette SCPI. Qu'est-ce qui nous a poussé à y travailler et réfléchir depuis un peu plus de 2 ans maintenant ? Il y a eu un effet accélérateur. Oui, alors en fait, ça fait très longtemps qu'on réfléchit aux États-Unis, mais on trouvait que d'abord le dollar était cher, et puis que les États-Unis, le marché immobilier aussi était très cher. Et puis, du fait d'un dollar qui était cher, on trouvait que les États-Unis n'étaient plus vraiment la super puissance mondiale qu'ils étaient, notamment avec la Chine qui était vraiment devenue omniprésente sur le plan économique. Il y avait un duel à une certaine époque. Oui, et l'Europe aussi. Donc, on avait plutôt le sentiment d'une Amérique vieillissante. Et puis, il s'est passé un événement qu'on a pu tous suivre et connaître, qui est la Russie de M. Poutine qui envahit l'Ukraine. Et là, à titre personnel, ma première idée, ça a été, c'est génial, M. Poutine va inventer l'Europe. En fait, il va forcer les Européens à prendre leur destin en main, à parler d'une seule voix, à avoir une défense commune, une diplomatie commune, et à rentrer véritablement dans un continent et une forme de fédération forte. Voilà. Et en fait, au bout de quelques mois, on s'est aperçu que cette guerre, elle n'a fait que remettre les États-Unis sur le plan de la scène, d'abord d'un point de vue géopolitique. Cette guerre n'existerait sans doute plus aujourd'hui sans les États-Unis. Et puis aussi d'un point de vue économique, on va le voir à travers les chiffres. On se rend compte qu'aujourd'hui, les États-Unis sont redevenus la superpuissance qu'ils étaient. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, le dollar est cher, mais en fait, il reflète relativement bien ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Le dollar est redevenu quelque part une valeur refuge. Et donc, ça refait du sens d'investir, d'autant plus qu'il y a une crise qui est passée par là, et notamment une crise immobilière. Et le marché immobilier américain est devenu extrêmement intéressant. C'est des marchés qu'on aime bien, des marchés dans lesquels les prix sont plutôt sympathiques pour les acheteurs. Ok, et on y reviendra avec Philippe sur ce marché ou sur ces marchés immobiliers américains. Donc maintenant, on peut rentrer dans quelques chiffres que tu peux commenter, avec le taux de croissance. Et on le compare avec l'Europe, évidemment. Oui, alors on ne va pas vous noyer de chiffres. Et puis l'idée, c'est sûrement pas de faire une démonstration économique. Non, c'est pas ça. C'est de commencer à faire un petit tableau impressionniste pour vous montrer pourquoi on croit que l'investissement aux États-Unis, aujourd'hui, ça fait sens dans le contexte européen. D'abord, très rapidement, la dynamique économique. On regarde tous, on sait tous qu'une économie qui croît est plutôt une économie en bonne santé, en tout cas qui donne des perspectives.
Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années, en moyenne, les États-Unis, la croissance est de 2,5%. En France, on est à 0,7%. Et l'Europe, en moyenne, c'est 0,5%. Donc voilà, on voit que sur le long terme, les Américains, les États-Unis sont quand même un peu plus dynamiques. Alors tu anticipes un tout petit peu la diapositive d'après, où là on a les chiffres effectivement qui étaient sur l'année 2023 et on a le cumul justement sur les 20 dernières années que tu évoquais. La qui moyenne. se confirme, exactement. La moyenne. Donc on voit que 2023, en fait, on est quand même dans une période compliquée avec une crise qui était liée notamment à celle de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Et voilà, la France, c'est 1,3, 1,5 pour l'Union européenne, et les États-Unis, 2,1. Donc on est quand même dans un bon élève, en tout cas un meilleur élève que ne l'est l'Union européenne et notamment la France. En effet. Et ça se confirme également sur les chiffres de l'emploi. On va pouvoir le voir, il y a des variations qui sont peut-être plus fortes. Et d'ailleurs, on pourra faire le comparatif avec l'immobilier, des variations qui sont plus fortes. Mais aujourd'hui, un marché de l'emploi, on est quasiment en plein emploi. Oui, alors le bon marché de l'emploi, il se traduit par un faible taux de chômage. Et évidemment, si vous avez une économie dynamique, a priori, il y a moins de chômeurs, et c'est ce que révèlent ces chiffres. Alors on voit que ça varie très vite et énormément aux États-Unis. Ça, c'est le propre des pays anglo-saxons comme l'Angleterre. Mais on voit qu'en moyenne, le taux de chômage aux États-Unis sur 25 ans, c'est 3,6%. L'Union européenne, on est à 6%. Et malheureusement, la France, 7,3%. Et on voit, ah oui, ça varie peu, mais du coup, ça reste assez stable, mais élevé. Ça corrige moins, ça varie moins, enfin, avec moins d'amplitude. Alors, en 2 secondes, pourquoi tout ça est très important? C'est que quand on va vous parler ensuite d'immobilier, mais évidemment, un pays qui est dynamique sur le plan économique, dans lequel les gens ont un travail, donc ont des revenus, évidemment, tout ça est un contexte favorable pour un investissement immobilier, parce que ça veut dire que vous allez avoir des entreprises dynamiques, florissantes, qui vont être en mesure de payer leur loyer. Et c'est une très bonne transition et je te remercie, puisqu'on a donné donc quelques chiffres sur la croissance, sur l'emploi. Tu parlais de suprématie des États-Unis et leur première place au niveau mondial. Là, on va pouvoir donner quelques exemples. Tu as parlé d'économie, on va parler également de dépenses militaires. Si on souhaite comparer les États-Unis à l'Union européenne. Voilà, on continue notre tableau impressionniste sur les États-Unis. D'abord, ce qu'on appelle le PIB. Alors, le PIB, c'est quoi? Je vais être caricatural, mais pour faire très simple, c'est le chiffre d'affaires d'un pays. Voilà. C'est la richesse qui est créée par un pays. Les États-Unis, c'est plus de 27 000 milliards de dollars, là où l'Europe réunie, c'est un peu moins de 20 milliards de dollars. Donc, on est quasiment dans un rapport de plus 50% en faveur des États-Unis. Donc, les États-Unis créent beaucoup plus de richesse que l'Europe dans sa configuration actuelle. Et concernant la défense, on a aussi des chiffres, alors c'est peut-être encore plus accentué. Alors évidemment, un pays riche qui a beaucoup de richesse, de chiffre d'affaires, évidemment, il a plus de moyens. S'il a plus de moyens, il peut notamment se payer une armée un peu plus puissante et solide. Et Dieu sait si aujourd'hui on est dans un monde, dans un environnement où nos démocraties ont besoin de se protéger. En tout cas, elles vont avoir de plus en plus besoin de se protéger. On voit que les agressions d'un pays par un autre, je ne veux pas dire que c'est devenu la norme, mais enfin, il y a quand même une guerre à 1200 km de la frontière la plus proche entre la France et l'Ukraine, sachant que cette distance de 1200 km, c'est exactement la distance entre les 2 villes les plus éloignées de France. Donc ça, c'est pour donner les ordres de grandeur. Eh bien voilà, les États-Unis. C'est 37% des dépenses mondiales, quasiment 40% des dépenses mondiales. Exactement, les États-Unis, c'est près 3 fois des dépenses mondiales de l'Europe. Alors on comprend mieux pourquoi l'Ukraine aujourd'hui, elle regarde ce qui se passe aux États-Unis plutôt que ce qui se passe en Europe pour ce qui est des aides. Et ça va se confirmer sur l'énergie notamment, voilà. qu'on va voir ici. Alors ça, c'est un autre point très important. C'est très bien d'avoir un pays riche qui produit beaucoup de richesses avec, entre guillemets, un gros chiffre d'affaires, peu de chômeurs, une dynamique, une croissance qui est bonne. Faut-il encore aussi avoir quelques atouts et parmi ces atouts, le fait d'être indépendant sur le plan énergétique, donc du gaz, du pétrole, eh bien, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'importer moins de ce qu'on appelle énergie fossile, et donc vous dépensez moins d'argent à l'extérieur, vous pouvez le consacrer à l'intérieur, et surtout si quelqu'un décide de couper le robinet, on l'a vu avec la Russie, ben, vous n'êtes pas dépendant, d'accord. Donc vous avez une autonomie stratégique, et qui est d'autant plus importante dans un monde qui est en tout cas chahuté, qui est devenu assez dangereux, et dans lesquels les agressions peuvent se produire entre 2 pays. Et tu parlais des entreprises, du chiffre d'affaires national. En parlant des entreprises, justement, on voit que
un bon nombre des plus grandes entreprises mondiales sont américaines. Oui, alors on va parler des entreprises mondiales. Alors il n'y a pas que les très grandes entreprises, hein. Il y a des pays comme par exemple l'Italie et l'Allemagne qui sont faits d'un tissu de petites entreprises qui marchent très bien au service de plus grandes entreprises. Mais faites constater que sur les 500 plus grandes entreprises du monde, il y en a plus de 20% qui se situent aux États-Unis. Donc c'est énorme. Hein. Quand l'Europe, de son côté, on a 88 des 500 plus grandes entreprises mondiales. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ratios. Et donc c'est lié aussi à la création de richesses, c'est lié au fait qu'il y ait moins de chômage, plus d'emplois. C'est lié à l'innovation également. Alors c'est lié à l'innovation parce qu'évidemment, il y a toujours des bonnes raisons, toujours des explications. Évidemment, un pays qui est créatif, un pays qui a des bonnes idées, un pays qui n'hésite pas à innover, il va se donner ce qu'on appelle des avantages concurrentiels. Ça, on peut le constater tous les jours dans notre vie de consommateur. Il y a des entreprises qui ont des produits plus intéressants que les autres ou plus innovants. D'ailleurs, on les aime bien, on est prêt à payer plus cher. C'est exactement la même chose pour un pays. Et on voit qu'en termes, par exemple, de ce qu'on appelle les brevets, c'est-à-dire que c'est les nouvelles idées qui ont des applications, eh bien, même si c'est un peu moins, l'écart est un peu moins grand que sur les autres sujets, on voit que les États-Unis sont en tête. Merci Frédéric pour poursuivre justement sur cette analyse macro. On a dit qu'on allait essayer de ne pas noyer les participants dans les chiffres. Néanmoins, on peut revenir sur le marché de capitaux qui est incontournable. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce que cela illustre? Parce qu'on va en 26% sur les États-Unis, 7% sur la Chine. Quand on a confiance dans une entreprise, dans quelqu'un, on est plus à même d'investir ou de lui prêter de l'argent. Alors investir, on voit que 26% des investissements qui sont faits dans le monde avec de l'argent, ils sont faits aux États-Unis. Alors on est quand même pas mal en Europe, hein. On est à 25%. On voit que la Chine, ça n'est que 7%. C'est-à-dire que les investissements extérieurs à la Chine qui arrivent en Chine ne représentent que 7%. Et quand on regarde les États-Unis, c'est quand même très intéressant. Sur les 26%, ces capitaux extérieurs qui rentrent aux États-Unis, que drainent les États-Unis, on voit qu'il y a le Japon, le Canada, comme par hasard l'Allemagne, l'Angleterre et la France. C'est quand même assez signifiant. L'Europe investit énormément aux États-Unis. C'est vrai aussi, on aurait pu montrer ce chiffre-là, que les États-Unis investissent aussi beaucoup en Europe. Merci. Mais on voit que ce n'est pas normal, notamment pour la France, d'investir aux États-Unis. En effet. Et on n'a pas parlé de la dette, mais on aurait pu aussi évoquer la dette et d'expliquer par qui cette dette est détenue. Oui, alors ça c'est une actualité. On est en France, on entend tous parler de l'endettement de la France. Voilà. Les États-Unis sont également très endettés. Il y a une énorme différence. C'est que 75% de la dette de la France, elle est détenue par des étrangers. 75% de la dette américaine est détenue par les Américains. Donc ça aussi, ça fait une grande différence. Et donc, part dans la capitalisation mondiale à présent, les États-Unis, un marché de capitaux incontournable. Tu l'as dit, avec les grandes entreprises, avec un certain nombre de grandes entreprises américaines, et on le voit à l'écran ici, c'est plus de 42%. Oui, alors bon, c'est la bourse, c'est autre chose. La bourse est devenue presque un univers un peu à part. Mais en gros, il y a 42% de la valeur de toutes les bourses du monde, elle est aux États-Unis. Ça ne fait que refléter plusieurs choses. Un, dynamisme des États-Unis, la capacité de ces entreprises à innover, puis la taille de ces entreprises. On ne va pas vous parler d'Amazon, de Google. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même intéressant de le souligner parce qu'on a un prisme assez français où on parle du CAC 40, on parle de LVMH, de Total, mais au final, c'est tout petit par rapport à ces marchés-là. Et si on croise avec l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, cette capitalisation, elle est reflétée avec des secteurs d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les très grosses capitalisations boursières américaines, c'est notamment des secteurs d'avenir comme la tech, comme l'IA, où ils ont une avance considérable, ce qui va amener de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois et donc des locataires qui payent leur loyer. Alors, je sens que tu vas parler d'immobilier, mais on y vient très vite, t'inquiète pas. Mais ce qui est intéressant avec ces diapositives, c'est que la façon dont les investisseurs en bourse lisent les États-Unis par rapport à l'Union européenne, vous voyez qu'on est dans un rapport de 1 à 4. C'est-à-dire que la valeur des États-Unis, et on a vu que ce n'était pas ça dans les fondamentaux économiques, mais par rapport à l'Europe, la valeur des entreprises aux États-Unis par rapport à l'Union européenne, en tout cas pour celles qui sont cotées en bourse, on est dans un rapport de 1 à 4. C'est énorme. Ok, merci messieurs. Donc on va dire qu'on a essayé de résumer de résumer notre analyse et ce qui nous a poussé justement à réfléchir, faire un peu plus que réfléchir concernant les États-Unis et concernant Quorum USA. Donc pour nous, c'était une destination logique, comme on l'affiche à l'écran. Logique, d'autant plus logique qu'on a une Europe qui est quand même en crise, avec notamment l'Allemagne qui est quand même le moteur économique de l'Europe qui va pas très bien. On a une guerre à un peu plus de 1000 km de nos frontières.
Et donc, se dire que, alors évidemment, il ne faut pas mettre tout son argent aux États-Unis, mais il y a quand même beaucoup d'étrangers de par le monde, notamment en Asie, en Amérique du Sud, même un peu plus près de nous en Angleterre, beaucoup d'Australiens qui vont mettre de l'argent aux États-Unis parce que c'est un petit peu le coffre-fort du monde, comme on a vu. C'est aussi un produit qui est, de façon géopolitique, c'est un produit qui est protégé par deux continents. Alors, ils ont un petit bout de contact avec les Russes au niveau de l'Alaska, mais mine de rien, mettre un peu de son argent aux États-Unis pour se protéger, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, bah, ce n'est pas complètement idiot. D'autant plus je pense qu'un certain nombre d'épargnants le font déjà pour leur épargne, on va dire, financière. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, qui est assez évident. D'ailleurs, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, une grosse partie de leur épargne, notamment sous forme d'actions, est sans doute investie aux États-Unis. Merci Frédéric. À présent, Philippe, je sais que tu commençais à t'impatienter. On va pouvoir parler d'immobilier et d'immobilier américain. Peut-être qu'on peut commencer par la taille du marché immobilier américain en l'illustrant par quelques chiffres. Alors, on va afficher 2023 et on parlera ensuite des autres années parce que 2023 est une année particulière, comme tu vas pouvoir peut-être le préciser. Tout à fait. Alors déjà, c'est un marché qui est très décentralisé, on le sait, c'est 50 États et c'est quasiment 50 marchés différents. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un marché qui est supérieur à l'ensemble du marché européen, en incluant le Royaume-Uni, qui est un des plus gros marchés en Europe. Donc on prend l'Europe, que je vais qualifier de continentale, avec le Royaume-Uni. On voit que c'est 231 milliards investis en 2023 aux États-Unis, pour 146 milliards en Europe. Les bonnes années aux États-Unis, c'est-à-dire les années où il y a énormément d'argent, où les taux d'intérêt sont plus bas, on peut atteindre 450 milliards d'euros investis, quand l'Europe a du mal à passer les 250 milliards. Donc on voit que c'est un rapport qui évolue entre 1,5 à 2 fois l'investissement total de l'Europe aux États-Unis. Donc c'est énorme, ce qui est très intéressant. Ce n'est pas vraiment une surprise par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Non, ce n'est pas une surprise, mais pour un investisseur immobilier, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a un marché qui est extrêmement profond. Donc tu multiplies les sources d'opportunités. Exactement, ça veut dire qu'à l'acquisition comme à la vente, il se passe énormément de choses et que donc on peut faire des transactions. On a un marché très profond, on a des locataires, on a des acheteurs, on a des vendeurs. Même si tu nous expliques depuis quelques mois qu'il y a moins de transactions et c'est aussi les raisons qui nous poussent à y aller. J'allais y venir parce que l'ADN de Quorum, pour ceux qui nous connaissent, c'était le cas avec Quorum Origine, avec Quorum XL et plus récemment avec Quorum Orion, c'est de se présenter sur des marchés qui sont un peu en souffrance, en cycle bas. Et en fait, cette diapositive, elle l'illustre parce que 231 milliards, ça paraît énorme, mais c'est divisé par 2 par rapport aux bonnes années. Puisqu'on voit que 2021, on est à plus de 450 milliards. Exactement. Donc on voit qu'en fait, en 2023, le volume de transactions aux États-Unis, il est divisé par 2 par rapport à 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce marché reste profond. Frédéric l'a suffisamment dit au cours des précédentes diapositives qu'il a commentées. Ça reste une économie extrêmement dynamique, mais il est divisé par 2. Ce que ça veut dire quand le volume d'un marché est divisé par 2, c'est beaucoup moins de concurrence et donc des prix qui baissent. Beaucoup moins de concurrence à l'achat parce qu'il y a moins d'acheteurs. Exactement. C'est ce que reflète ce chiffre. Et des prix qui baissent et donc de bonnes affaires à réaliser. Et c'est exactement ce qui fait qu'on s'est intéressé au marché américain parce qu'on s'est dit effectivement c'est une économie qui est robuste, on vient de le montrer, mais on a aussi un timing d'entrée sur ce marché qui est intéressant en ce moment. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt aux États-Unis aujourd'hui sont hauts. Comme en Europe, on pourrait dire, mais ils sont plus hauts qu'en Europe aujourd'hui. Avec les dernières baisses de la Banque Centrale Européenne, on est autour de 3,5% au taux de dépôt. Aux États-Unis, on est encore à 4,75%. Donc c'est une grosse différence. Et elle se reflète dans les taux de rendement, puisqu'on voit, j'aime pas le mot prime, mais il apparaît partout en immobilier malheureusement. Ce que ça veut dire, c'est que c'est quoi prime ? Prime, c'est les plus beaux immeubles, les immeubles les plus chers, on va dire ça comme ça. Et on voit les mieux placés. L'emplacement. Et on voit que les immeubles les plus chers, les plus prime, peu importe la qualification qu'on utilise, aux États-Unis aujourd'hui, ont des taux de rendement qui sont sensiblement supérieurs. On voit des différences de près de 200 points de base. C'est très, très important entre l'Europe et les États-Unis. 200 points de base. Ça fait une différence de valeur de 35%. Donc c'est vraiment très très important entre un prix en Europe et un prix aux États-Unis. Donc ce qu'on voit sur la partie droite, c'est la baisse des prix. Exactement. Alors c'est un indice, donc c'est-à-dire que ça reflète l'ensemble des marchés et des transactions, mais on a des baisses de moins 17 à moins 50%. À moins 50%, tout à fait, selon les typologies d'immeubles et localisations. Mais c'est très intéressant pour un investisseur qui aujourd'hui a du cash,
parce qu'il a moins de concurrence sur le marché et il bénéficie de prix qui sont sensiblement dépréciés par rapport au marché d'il y a 3-4 ans. C'est amusant, c'est ce que tu nous dis, c'est ce qu'on entend depuis 2 ans en Europe. Exactement. Sauf que c'est encore plus sensible et encore plus fort aux États-Unis. C'est surtout qu'on peut penser que la fenêtre aux États-Unis va durer un peu plus longtemps. J'ai souvent dit au cours des derniers webinaires qu'on avait une fenêtre en Europe qui était extraordinaire depuis la fin de l'année 2022 et qu'on pense qu'elle va durer peut-être jusqu'à l'été 2025, puisqu'on a tous vécu au cours des derniers mois les baisses de taux de la Banque Centrale Européenne qui vont impacter évidemment le marché immobilier puisque la dette coûte moins cher, donc l'argent revient, plus de concurrence, donc des prix qui vont remonter. C'est-à-dire qu'il faudra arrêter à ce moment-là ? Ça veut dire qu'il faudra être prudent et potentiellement limiter effectivement quand les prix redeviendront élevés. Ça dépendra de jusqu'où baissent les taux d'intérêt. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que les taux sont plus élevés aux États-Unis, donc les prix de l'immobilier... Ils vont mettre plus de temps à remonter. Donc peut-être que le moment d'investissement peut durer plus longtemps qu'en Europe. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de lancer Quorum US maintenant. Ok. Pour poursuivre justement, tu parlais de moments, d'opportunités, de timing. Désolé Frédéric. Et on affiche ici un momentum idéal pour entrer sur le marché américain. Un grand marché, on l'a dit, je pense. On en a parlé, avec la taille de ce marché, le volume de transactions, malgré l'année 2023 et malgré la crise, on va dire. Un marché transparent, est-ce que tu peux peut-être commenter ce point-là ? Voilà, il y a 2 éléments très importants dont on n'a pas encore parlé. Le premier, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les informations sont disponibles et claires. Vous avez déjà entendu parler de la data, la fameuse data, un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Aux États-Unis, elle est très présente. Et cette transparence, c'est justement le fait qu'on a accès à cette data. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous voulez acheter un immeuble, vous savez parfaitement à combien l'immeuble d'à côté est loué, à combien il a été vendu. Vous connaissez le prix. En France, et on sait à qui. On sait à qui, exactement. En France, c'est une information relativement difficile à avoir. Même chose en Allemagne. Ce sont les marchés européens non anglo-saxons, parce que l'Angleterre, pour le coup, est plus proche des États-Unis, sont des marchés assez peu transparents. Et c'est difficile, du coup, d'établir le bon prix quand vous avez moins d'éléments comparables. Or, aux États-Unis, c'est très facile d'avoir ces éléments-là. Donc, c'est vraiment un marché sur lequel on aide l'investisseur à se comparer et évidemment, ça favorise les transactions. Ensuite, on a mis que c'était un marché simple, favorable aux propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un environnement législatif et réglementaire qui est favorable à l'investisseur, favorable aux propriétaires. Ce que ça veut dire, c'est que les baux, par exemple, aux États-Unis, peuvent avoir des durées, et on va en parler très rapidement, de 15 ans ferme, de 20 ans ferme, ce qui veut dire que le locataire est engagé sur une durée de 15 ans. Il ne peut pas sortir. Quand on sait qu'en France, par rapport à la France. Quand on sait qu'en France, il peut payer son loyer. Mais il peut payer son loyer. C'est-à-dire que s'il veut sortir en année 5, il va devoir payer les 10 ans restants. Ce qui peut être très favorable à l'investisseur, puisque du coup, si on retrouve un locataire, on va avoir un double loyer pendant 10 ans. En France, la norme, on le sait, c'est le fameux bail 3-6-9, ce qui veut dire que tous les 3 ans, le locataire a la possibilité de sortir. Et même si le locataire décide de rester, souvent il va venir renégocier en disant là, comme j'ai la possibilité de sortir, est-ce que tu me donnes un peu de franchise ? Donc ça veut dire, est-ce que tu me fais par exemple 6 mois gratuits ? Exactement. Ou est-ce que tu me baisses un peu mon loyer ? Ça n'arrive pas aux États-Unis si le locataire est engagé pendant 15 ou 20 ans. L'autre élément favorable aux propriétaires, c'est qu'aux États-Unis, le locataire est responsable, dans 90% des cas, de l'ensemble des travaux à réaliser sur l'immeuble, y compris ce qu'on appelle la maintenance structurelle, donc les gros travaux qui coûtent cher, la toiture, vous devez changer la climatisation, le chauffage, etc. En France, c'est interdit depuis 2014 et la loi Pinel, c'est toujours le propriétaire qui est responsable de ces travaux-là, qui peuvent coûter très cher et donc diminuer le rendement de l'immeuble. Donc évidemment, c'est plus favorable à l'investisseur. Pour être honnête, le fait que le propriétaire paye les gros travaux, ce n'est pas complètement choquant, mais si la loi et le marché américain ou certains marchés européens comme le Royaume-Uni permettent de faire en sorte que le propriétaire n'ait pas à payer les gros travaux et donc quelque part ce qui coûte le plus cher, tout ça c'est au profit de l'investisseur. Et donc de l'épargnant. C'est autant de dépenses en moins et donc plus de rentabilité. Philippe, tu parlais de nombreuses opportunités, d'un marché qui était simple et des baux qui étaient plutôt favorables aux propriétaires. Voilà, on va pouvoir peut-être l'illustrer avec la première acquisition, le premier investissement réalisé par Quorum USA. Tu veux développer un peu ? Oui, tout à fait. Donc c'est le premier investissement de Quorum USA. Donc on a réalisé il y a 10 jours. Exactement. Ça a été signé il y a 10 jours. Et effectivement, on ne pensait pas pouvoir acheter à New York, parce que là, on est vraiment dans le cœur de New York, à Manhattan, sur Broadway, donc, que beaucoup de gens connaissent. Vraiment dans le cœur de Manhattan, avec une pharmacie, CVS, qui est le leader de la pharmacie parapharmacie aux États-Unis, qui a signé un bail de 15 ans ferme sur ce commerce de ce qu'on appelle de pied d'immeuble. Donc c'est le rez-de-chaussée de cet immeuble qui vient d'être complètement
redéveloppé. Et CVS a signé un bail de 15 ans ferme. Donc c'est ce que je disais en prenant l'exemple de la réglementation qui est favorable aux propriétaires, c'est que ce locataire aujourd'hui est engagé pour les 15 prochaines années. Donc ça veut dire qu'il nous doit ce loyer annuel pendant, jusqu'en 2039 aujourd'hui. Donc on peut se projeter vraiment sur du long terme. Et justement, on est dans le cadre de cet exemple-là avec un très bon locataire et un rendement d'environ 7%, ce qui, il y a 3 ou 4 ans, aurait été impossible dans le centre-ville de Manhattan. C'est un immeuble qui aurait valu plus du double de son prix aujourd'hui. Donc plus de 30 millions de dollars. Tout à fait, si on s'était positionné en 2021, on n'aurait même pas pu le regarder. En l'occurrence, il n'existait pas ou il devait être en travaux à l'époque parce qu'il est. Mais je parlais de la data et des comparables. On a plusieurs comparables entre 2019 et 2021 de CVS, donc de pharmacie, qui se sont vendus dans le centre de Manhattan pour des rendements entre 4 et 4,25%, donc quasiment la moitié du prix. Enfin, quasiment le double du prix qu'on a payé du jour. Merci Philippe. Donc des opportunités. Juste une seconde, le rendement, pour que tout le monde comprenne bien, c'est l'expression du loyer rapporté au prix, donc à loyer équivalent. Plus le prix est élevé, plus le rendement est faible, et plus le prix est faible, et plus le rendement est élevé. C'est le loyer annuel divisé par le prix d'acquisition. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous achetez à 7%, en fait, il vous faut un peu moins de 15 ans pour vous rembourser. À l'inverse, si vous achetez à 3 ou 4%, ça vous prendra 35 années pour récupérer votre mise. Donc ça a un impact quand même très important. En comptant que sur les loyers. Tout à fait, en comptant que sur les loyers. Rien n'empêche de vendre avant. Au contraire. À quelqu'un qui vous l'achète plus cher. Et c'est un point d'ailleurs très intéressant. On va pas... Non, mais c'est un point très intéressant ce que dit Frédéric, parce que pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un investisseur comme nous d'avoir un bail de 15 ans ferme? Ça veut dire qu'on peut garder cet immeuble 5 ans, et dans 5 ans, on aura encore 10 ans ferme. Ça veut dire que l'immeuble sera liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec 10 ans ferme d'engagement de CVS, on intéressera encore de très nombreux investisseurs. Donc si on décidait de le vendre... qu'on va trouver des acheteurs. Exactement. Si on décidait de le vendre, eh bien, on aurait probablement beaucoup d'acquéreurs qui seraient intéressés et qui nous feraient des offres sur un immeuble comme celui-ci avec un bail de 10 ans ferme de CVS. Et donc, si le marché est dans un meilleur état, si on retrouve le niveau de 2021 en termes de transactions, peut-être qu'il y aura une bonne affaire à réaliser. Ok, merci pour ce point sur la partie immobilière. On a essayé de vous expliquer et de vous dire, de vous présenter les opportunités qu'on pensait déceler, qu'on a découvert au fur et à mesure de nos recherches avec la suprématie américaine, les opportunités qu'on a trouvées sur les marchés immobiliers américains. Il y a une source de diversification, c'est le fait d'être en dollars, source de diversification, mais aussi une source de risque. Alors, est-ce qu'on va se couvrir et comment on va faire pour éviter des fluctuations trop fortes, que ce soit sur le prix de part? Je pense que Frédéric, tu vas vouloir répondre, sur les loyers, les dividendes. La source de diversification, ce n'est pas d'acheter et d'investir en dollars. Ça, c'est plutôt une source de risque. Parce que, non, c'est le marché. C'est le marché immobilier. Oui. Et au-delà du marché immobilier, le fait d'investir dans la plus grande économie du monde est sans doute une des plus dynamiques actuellement. Par contre, acheter en dollars, c'est un risque par rapport à l'euro. C'est-à-dire que, évidemment, si le dollar monte, tout le monde va être content parce que ce qu'on a racheté va prendre de la valeur. Au contraire, si le dollar baisse par rapport à l'euro, on va perdre de la valeur. Donc ça, c'est un paramètre. Aujourd'hui, on considère que le dollar est cher, on va le voir tout à l'heure sur un graphe, eh bien parce qu'il représente quelque part indirectement la valeur de la monnaie et donc de la richesse et de la dynamique des États-Unis. Et ça, on va le subir. Donc on achète des immeubles avec un dollar qui est élevé, donc on prend un risque. Ce risque, on va essayer de le gérer, mais on assume complètement le fait que c'est la contrepartie d'une hyper-diversification. C'est-à-dire qu'on sort de la zone euro, quelque part on prend moins de risques sur la zone euro en investissant aux États-Unis, mais on s'expose au risque dollar. Et donc une façon de le gérer, d'abord ça va être d'être investisseur très long terme. Donc en suivant les cycles d'évolution du dollar, en investissement. Et en achetant régulièrement. En achetant régulièrement, puisque si on achète à un moment quand le dollar est haut, puis ensuite on investit le même moment derrière avec un dollar plus faible, on va moyenner les évolutions du dollar. Ça, c'est le premier point. Donc ça s'appelle la mutualisation des risques. Ensuite, il va y avoir une gestion court terme. Alors, on ne va pas parler technique, mais en gros, dans une SCPI, on n'est pas obligé de répercuter immédiatement les évolutions d'une monnaie. Si par exemple la monnaie baissait de 5%, ça ne serait pas forcément impacté dans le prix de part, puisqu'on peut ingérer le prix de part de la SCPI en tant que gérant entre moins 10 et plus 10. Donc ça fait un petit amortisseur. Et puis, on aura ponctuellement recours à l'euro avec cette SCPI, même si ce n'est pas le projet. Mais si d'aventure, à un moment, on considère que le dollar est vraiment trop cher, eh bien, on dévierait momentanément les investissements à l'Europe, quitte à revendre plus tard pour revenir aux États-Unis. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que
on évacue un risque quelque part, c'est le Mhm. fait d'avoir tout son argent en Europe et de le mettre dans la plus grande économie du monde. Par contre, on a un risque supplémentaire, c'est qu'on met une partie de son argent en dollars. Et donc, potentiellement, le prix de la part, il va pouvoir varier à la baisse comme à la hausse. Mais ça, on l'assume complètement. Simplement, on On préfère l'explique. vous le dire d'ailleurs. Voilà, on l'explique et le projet qu'on vous propose, eh bien, c'est évacuer un risque avec un risque supplémentaire qui est là, qui est le fait de mettre une partie de ses économies dans du dollar. Je crois qu'on l'a pas encore dit, mais on pourra aussi limiter la collecte. On a parlé d'investir en zone euro en dernier recours, on va dire, mais aussi piloter la collecte si jamais on considérait que et l'immobilier et le dollar venaient à être beaucoup trop chers. Bien sûr. On peut afficher aussi sur les variations de l'euro et du dollar sur les 25 dernières années. Oui. On voit des variations assez fortes, voire même très fortes. Ouais, alors pour les plus anciens qui nous regardent, l'euro, quand l'euro a été lancé, il avait ce qu'on appelle la parité avec le dollar. On était globalement 1 pour 1. Et puis très rapidement, le dollar s'est beaucoup apprécié au début des années 2000. On voit qu'on était pas loin des 0,80. Il y a eu la crise des subprimes. Là, on voit, c'est les années 2007-2008. Il est monté jusqu'à plus d'un 60. Plus d'un 60. Moi, j'ai en mémoire, je crois que c'est août 2008, il devait être à 1,68. Donc, vous voyez, entre 0,80 et 1,68, ça fait une variation de 50%. Et là, en l'occurrence, c'était une baisse. Et puis, depuis la crise des subprimes, on voit que progressivement, même s'il y a eu des variations, mais tendanciellement, il s'est renforcé. Et quelque part, au moment de la crise des subprimes, la grosse crise financière des années 2007-2008, les États-Unis ont été les plus exposés à cette crise. C'est vrai que c'est aussi eux qui l'avaient provoqué avec leur système financier. On voit que les États-Unis ont repris du poil de la bête. Et ce poil de la bête, on va dire qu'il a d'autant plus poussé depuis 2022 et cette fameuse guerre en Ukraine dont on parlait en début de présentation. Alors, est-ce qu'il est trop cher aujourd'hui? Alors, on voit que par rapport à la moyenne depuis la création de l'euro, donc ça fait près de 25 ans, oui, il est plus cher que la moyenne qui était à 1,17. Aujourd'hui, on est à 1,05. Bon, on n'est pas forcément du bon côté de la ligne, on n'est pas non plus complètement décalé. Et nous, notre conviction, c'est que le dollar à 1,05, il reflète assez bien la valeur de l'économie américaine et de sa devise, qui est donc le dollar. Ok, merci. Alors, et parmi les personnes qui sont connectées, vous étiez plus de 2000 personnes à vous être inscrites à ce webinaire. Certains nous connaissent depuis un certain temps et connaissent ou sont associés de Quorum XL. Et on pourrait nous dire, et on nous l'a dit depuis le lancement mi-novembre, est-ce qu'il n'aurait pas été pertinent d'acheter avec Quorum XL? Non, parce que, ce qu'on avait dit au départ. Non, parce que l'engagement qu'on avait pris avec Quorum XL, et ça a été écrit, ça a été dit, ça a été complètement assumé, c'est toujours complètement assumé, c'est Quorum XL. On est là pour faire des bonnes affaires avec l'immobilier et avec la devise. Et là, on ne coche pas toutes les cases. Donc le fait qu'on va aller acheter avec des euros une devise qui est faible, et en l'occurrence c'était le Brexit avec la livre qui avait beaucoup baissé avec le Brexit, donc on allait acheter avec une monnaie très forte comparativement à la livre, et en se disant avec le temps, le Brexit va être incubé, on va dire, par l'économie anglaise, et la livre va reprendre des couleurs. Alors ce qui est le cas actuellement, puisque par rapport aux investissements qu'a fait Quorum XL, je crois qu'on a investi en moyenne à 1,15. 1,14, oui. 1,14, la livre aujourd'hui est à 1,20. On ne dit pas que l'affaire est gagnée, mais voilà, pour l'instant, on est dans notre plan. Eh bien, Quorum USA, c'est complètement différent. On ne va pas investir non seulement avec un marché immobilier favorable, qui était le cas de l'Angleterre avec le Brexit et de Quorum XL. On va certes acheter avec un marché très favorable. Par contre, la livre, non, on est sûr qu'on ne va pas faire de grosses affaires avec le dollar, parce qu'il est fort, il est cher. Ok. Très bien, merci. Et je crois que ça répond également à une des questions qu'il y avait dans le fil de discussion, à savoir pourquoi on ne l'avait pas fait avec et puis l'autre point, c'est qu'en plus ça, on va investir uniquement aux États-Unis, même si potentiellement accidentellement, on pourra faire un peu d'investissement à la marge. Et on est dans une seule devise qui est le dollar, alors que Quorum XL, il n'y a pas que la livre. Il y a le zloty, il y a la couronne. La couronne norvégienne, le dollar canadien. Il faut savoir que Quorum XL était déjà en Amérique du Nord avec le dollar canadien. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle Quorum USA a été créé. Ok, merci. À présent, les caractéristiques de Quorum USA. Donc, Quorum USA, ça va être l'accès aux États-Unis. Je pense que vous l'avez compris. C'est l'investissement à travers une SCPI. Donc, SCPI, c'est ce que l'on sait faire. En tout cas, c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait chez Quorum. Mais je crois qu'on ne fait pas que ça. On ne fait pas que ça, mais de manière, on va dire, assez transparente, accessible, avec un niveau d'information régulier, le fait d'être associé de la SCPI, donc d'avoir un pouvoir de décision,
et avec l'expérience Quorum, alors de manière tout à fait modeste, mais de découvrir des nouveaux pays au fur et à mesure. Et c'est ce qui a été fait, et ce qui a commencé à être fait avec ce premier investissement. Et c'est pour ça qu'on lance à présent donc la SCPI Quorum USA. Sur les caractéristiques, on va dire un peu techniques, le prix de part il est de 200 €. Le délai de jouissance c'est le même que sur les autres SCPI Quorum que vous connaissez. La distribution des dividendes elle sera mensuelle. Et ce qui varie, c'est l'objectif de distribution, donc l'objectif de rendement. Il est de 4,5%. Philippe, Oui, c'est conservateur. C'est conservateur, c'est faible même, vous allez me dire, pour certains. Oui. Dans le contexte actuel, on préfère être conservateur, notamment à cause de l'exposition au dollar. On n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas les évolutions du dollar demain. En revanche, évidemment, on se réserve le droit de faire beaucoup mieux. Je prends souvent l'exemple de Quorum Orion, qui a le même objectif de distribution, 4,5%, qui a fait 10,40 la première année, 6,12 la deuxième, 6,48 la troisième, 5,67 la quatrième, et vous verrez que la cinquième est plutôt un bon cru encore par rapport à l'objectif. Donc voilà. Tu ne parles pas des augmentations de prix de part de et c'est accessoirement une SCPI qui effectivement a augmenté son prix de part de plus de 7% en 4 ans, donc c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. Mais précisons-le, mon cher Philippe, les performances passées. Ça, je pense que ne préjuge pas des performances futures. Non, mais on est d'accord, mais tout ça pour dire que cet objectif de distribution, il est très conservateur. On en est conscient. On veut juste pas que ce soit déceptif si une année, eh bien, on a le dollar qui dévisse fortement. Mais on pense qu'on peut faire mieux que ça. Quand on est acheteur et quand on investit dans la SCPI, on va le faire pour un horizon de 10 ans. On sait que la durée moyenne de détention de part de SCPI, c'est 23 ans. Et sur les 20 prochaines années, effectivement, on n'a pas de boule de cristal. Et par ailleurs, et on ne l'a pas mis à l'écran, mais vous avez les mêmes options que pour les autres SCPI Quorum l'épargne. C'est-à-dire qu'il y aura les versements, il y a déjà les versements programmés et les réinvestissements de dividendes, ainsi que les investissements en démembrement qui sont possibles et le tout en digital. Mais là, tu t'adresses aux spécialistes de la SCPI, c'est très technique ce que alors, tu en l'occurrence, les versements programmés, on le fait sur un certain nombre de produits d'épargne. Donc, c'est acheter une part, donc 200 € et ensuite acheter pour 50 € par mois. Pour se faire une épargne progressivement. Pour faire une épargne progressive. On a parlé tout à l'heure d'acheter de l'immobilier aux États-Unis progressivement. On peut acheter des parts de Quorum USA de manière progressive également. On peut parler peut-être de la fiscalité, parce que la fiscalité, elle est différente de celle que vous pouvez connaître. Elle est différente de la fiscalité des revenus fonciers français. Et pour les spécialistes de la fiscalité européenne, et il y en a de connectés ce soir, j'en suis certain, ici la fiscalité elle est différente en fait. Ça va être la flat tax qui va s'appliquer. Donc nous allons payer 30% d'impôts aux États-Unis, d'accord, pour le compte des associés. Enfin d'accord, pas tout à fait d'accord, mais on n'a pas trop le choix. Mais en l'occurrence, c'est comme ça que ça se passe. Donc 30% d'impôts aux États-Unis. Ensuite, c'est Quorum qui va payer 30% de flat tax en France pour le compte des épargnants. Donc là, j'ai payé 2 fois l'impôt. Là, j'ai payé 2 fois l'impôt. Et ça, c'est l'année N, donc l'année 1, pardon. Donc l'année 1, on paye 2 fois l'impôt. On paye l'impôt aux États-Unis et l'impôt en France. En revanche, donc Quorum va déclarer la fiscalité qui est payée. Donc ça, vous n'aurez pas à le faire, vous aurez juste à le vérifier. Donc moins de tracas administratifs pour ceux qui déclarent leurs impôts avec les différents formulaires que vous connaissez déjà. Donc c'est la flat tax et ensuite on va donc obtenir un crédit d'impôt qui va rembourser l'impôt américain. Donc au final, la fiscalité appliquée, ça sera la flat tax et 30%. Il y a simplement un décalage puisque l'année N, on a la fiscalité aux États-Unis, l'année 1, pardon, on a la fiscalité aux États-Unis et la fiscalité en France qui est la flat tax. Et l'année suivante, on se fait rembourser via un crédit d'impôt l'impôt qui est payé aux États-Unis. Donc, et ensuite, ça va être progressif puisque tous les ans, vous aurez ce crédit d'impôt qui arrivera. Donc, en général, c'est soit un remboursement d'impôt dont vous bénéficiez au mois de juillet, entre juillet et septembre, soit ça va venir limiter la surcharge d'impôt qui vous est réclamée à partir de septembre. Ça sera fait automatiquement, encore une fois, parce qu'on est dans le cadre de la flat tax. Prélèvement forfaitaire unique en français. Merci. C'est bizarre que tu n'aies pas repris. J'attendais. Il attendait. Voilà. Alors, je sais que vous avez un certain nombre de questions. On en avait listé quelques-unes qui étaient déjà, on va dire, revenues au moment du lancement. Est-ce que tout le monde peut y souscrire? Alors, toutes les personnes qui résident fiscalement en France pourront et peuvent dès à présent souscrire à Quorum USA, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Les deux sont acceptés. En revanche, les non-résidents, et pour des raisons fiscales, pour l'instant, ne sont pas acceptés. Et je sais que, Frédéric, tu souhaites
qu'on travaille sur ce point. La souscription est possible en 100% digital? Je vous ai répondu, oui, c'est le cas. Les parcours de souscription sont déjà disponibles. Vais-je devenir une US personne? Non. Alors, c'est quoi une US personne? je retourne la question. C'est donc un résident fiscal ou assimilé américain. Ou assimilé, ce n'est pas que des résidents. C'est quelque chose d'assez contraignant. C'est très contraignant pour ceux qui le sont. Je suis sûr qu'ils ont eu quelques contrariétés avec leur banque ou avec les organismes de placement en France parce que ça implique des contraintes déclaratives de l'établissement financier assez lourdes. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc ça ne va pas être compliqué. Et donc là, on ne sera pas US personne. On ne sera pas US personne, exactement. Qui va gérer vos immeubles sur place, Philippe? Alors on est en phase de constitution d'une équipe, comme d'habitude. Vous savez que c'est quelque chose dont on fait une priorité à chaque fois. C'est déjà le cas en Europe. On gère nous-mêmes nos immeubles avec des équipes et des experts locaux. Et donc aujourd'hui, on a notre équipe londonienne qui est très impliquée sur le sujet des États-Unis, mais on est en phase de constitution d'une équipe locale avec des experts locaux et un bureau sur place qui sera mis en place en 2025. Merci. Et pourquoi vous êtes les premiers à investir aux États-Unis? Pourquoi on est les premiers à le faire? L'idée, c'est pas d'être les premiers. Hein. L'idée, c'est d'essayer, c'est de faire en sorte de faire des choses intéressantes pour nos épargnants. Voilà, ça nous semblait, on l'a expliqué, dans le contexte d'une Europe qui est en crise, d'une Europe qui est à faire face à une tension, on va dire, géopolitique et diplomatique très compliquée avec son voisin russe. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un pays qui semble à nouveau avoir le vent en poupe et être devenu la superpuissance qu'il était. C'est pas complètement idiot d'aller mettre son argent aux États-Unis, donc pourquoi pas le proposer? Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et alors, c'est tout sauf de l'opportunisme. Il se trouve qu'elle a été lancée peu de temps après les élections américaines. Et d'ailleurs, c'était une des questions. L'élection de Trump, bonne ou mauvaise nouvelle? Juste sur ce point, on n'est pas les premiers à investir aux États-Unis. On est la première SCPI. Il y a eu des Français notamment qui ont investi et de façon très intelligente en 2008-2009, notamment en Floride, plutôt dans l'immobilier résidentiel et qui ont gagné beaucoup d'argent. C'était plutôt des maisons, des exactement. On est la première SCPI et comme le disait Frédéric, il y a une explication derrière ça, il y a un timing, un contexte géopolitique, un contexte immobilier qui font qu'on pense que c'est le bon moment. Par ailleurs, pour y aller, il y a beaucoup de travail de recherche, ça coûte assez cher et voilà, ça joue aussi, je pense. Mais tu aurais pu nous poser la question il y a 12 ans, pourquoi êtes-vous les premiers à investir hors de France, en Espagne, Europe, et pourquoi êtes-vous les premiers investir avec une exposition à la devise, à la livre anglaise avec Quorum XL. Donc l'idée, c'est pas d'être les premiers, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des propositions qui vont permettre à nos épargnants d'avoir de l'épargne qui va produire et créer de la valeur. Et donc Trump, une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, d'abord, on ne va pas faire politique ce soir. On n'est pas qualifié pour le faire et ce n'est pas le propos du moment. En revanche, quel que soit le président américain, les entreprises sont là, la dynamique du pays est là. Alors oui, certes, elle va pouvoir ralentir sous l'effet de l'action d'un président des États-Unis. Moi, ce que je retiens de M. Trump, c'est qu'au cours de sa première élection, il avait promis beaucoup de choses pendant toute la campagne électorale. Et puis en fait, pendant son mandat, ça avait été beaucoup moins agité que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Je pense que le vrai sujet qui aurait pu nous amener à reporter, différer ou annuler carrément le lancement de cette SCPI, c'est si on avait eu un scénario encore plus dégradé que lors de la précédente élection avec le Capitole. Biden, avec quasiment ce début de guerre civile au Capitole. On n'aurait pas investi dans un contexte de nouvelle guerre de sécession. De crise institutionnelle. Que vous en parlez. Mais là, on va dire qu'on est plutôt dans un contexte, je ne vais pas dire classique, parce que M. Trump n'est pas quelqu'un de classique. Mais en tout cas, les résultats ne sont pas remis en question. Exactement. Et c'est vrai d'avoir une certaine visibilité sur ce qui peut éventuellement se passer. Et pourquoi les revenus sont-ils financiers et non fonciers? J'ai dit effectivement que ce n'était pas les revenus fonciers comme on pouvait le connaître en France, où on va payer sa tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux, donc de 17,2%. Les revenus fonciers européens, c'est différent, parce qu'il y a ce qu'on appelle le crédit d'impôt, le taux effectif, et on est exonéré de prélèvements sociaux. Là, j'ai dit que c'était la flat tax, donc ce sont des revenus financiers. C'est notre organisation, c'est le montage, en l'occurrence, qui a été trouvé, qui permet de transformer ces revenus fonciers en revenus financiers, et la raison pour laquelle c'est la flat tax qui s'applique.
Là, c'est absolument fabuleux parce que tu poses les questions et tu fais la réponse en Ah même non, temps. mais je donc, sentais que tu n'étais pas parti, donc, donc je me suis permis de compléter. On a eu un certain nombre de questions dans le fil de discussion. On va essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Une question de Kevin L. Et notamment, j'ai vu dans le fil de discussion que le 4,5% pouvait paraître conservateur, voire déceptif, Philippe. Mais est-ce que du coup, on mise plus sur la revalorisation des immeubles achetés aux États-Unis plutôt que sur le rendement des loyers? Non. Ce que je disais, c'est que c'est pas parce qu'on donne un objectif de rendement faible que nous, on a l'ambition d'avoir une distribution faible. C'est juste qu'on est prudent et qu'on préfère faire mieux que nos objectifs plutôt que d'annoncer quelque chose et d'être déceptif. Encore une fois, on n'a pas 100% la main quand on fait une SCPI qui est exposée à la devise comme celle-ci. Donc, il faut être prudent. Mais ce n'est pas parce qu'on est prudent qu'on versera du 4,5%. Donc, il faut pas aujourd'hui se dire que c'est une SCPI sur laquelle on ambitionne de faire 4,5%. C'est notre objectif de distribution. Mais comme d'habitude, pour ceux qui nous connaissent, on se réserve le droit de faire beaucoup mieux. Et oui, on se réserve aussi le droit d'avoir une valorisation de nos immeubles qui augmente. C'est pour ça qu'on y va dans le contexte actuel aux États-Unis. On pense que les immeubles vont se valoriser. Je ne pense pas, par exemple, que l'immeuble qu'on vient d'acheter à Manhattan, on l'a payé sa vraie valeur. Je pense qu'on l'a payé à cette valeur-là à cause du contexte de marché très dégradé. Et évidemment, on se réserve le droit aussi de faire de belles plus-values dans le futur. Merci Philippe. Une question à laquelle je vais répondre de Philippe R. Le taux actuel de la flat tax est peut-être appelé à évoluer. C'est vrai qu'on entend parler presque quotidiennement. Qu'en est-il si le contribuable souhaite rester au barème de l'impôt, donc au barème progressif de l'impôt? Effectivement, ce sera une option et ce sera possible si on ne veut pas que la flat tax soit réglée. Une question qui est revenue à plusieurs reprises également, parce que Quorum, l'épargne, on connaît un petit peu, en tout cas dans le monde des SCPI en France, mais est-ce que la SCPI elle va faire le poids dans les négociations sur place face à des poids lourds concurrents, j'imagine, des très grands fonds américains? Comment réussir à tirer son épingle du jeu? Alors déjà, il faut savoir que les plus gros fonds américains dont vous parlez, on peut en citer certains, Blackstone, des gens comme ça, on a affaire à eux en Europe tout le temps. C'est probablement les gens qu'on croise le plus. Donc, pas vraiment un sujet pour nous de les retrouver aux États-Unis. Pour ceux qui nous connaissent bien sur Quorum XL, on a vendu un immeuble avec une plus-value importante à un très gros fonds coté américain sur Quorum XL cette année, avec une très belle plus-value à la clé. Et je pense que finalement, la meilleure réponse et le meilleur exemple, c'est notre acquisition à New York. Pour les premiers souscripteurs de Quorum US, vous le verrez en fin d'année, mais on a une valeur d'expertise qui est sensiblement supérieure à notre prix d'acquisition, ce qui montre qu'on n'a pas été trop mauvais dans la négociation. C'est quoi la valeur d'expertise, pardon? Elle est au-dessus de 21 millions de dollars. Okay. Et puis je pense que le parcours qu'on a eu depuis 12 ans, puisqu'on est parti de zéro il y a 12 ans, les premiers investissements qu'on a fait en Europe, à l'époque, les SCPI n'investissaient pas hors de France, peut-être pour nous, voilà, on a su quand on était tout petit faire des bonnes opérations, se développer, investir. Je pense qu'aujourd'hui, Quorum est identifié comme un des acteurs, surtout dans le contexte actuel, un des acteurs de poids dans l'immobilier européen. En tout cas, on est connu dans l'Europe entière et on se fait port chez Quorum et ça fait partie de notre challenge d'être reconnu à notre juste place. On n'a pas l'ambition d'aller boxer dans la catégorie poids lourd, mais en tout cas d'être identifié comme un acteur actif sur le marché américain. Merci. On a une question de Christophe J. On annonce des hausses de taux en conséquence de la politique de Trump. Est judicieux d'investir en 2025 avec le risque d'avoir des immeubles qui baisseraient en valeur en 2026 ou 2027? Alors, je suis étonné qu'on annonce des hausses de taux parce que pour moi, justement, la volonté de Trump, en tout cas dans son programme, comme l'a dit Frédéric, on verra s'il l'applique ou pas, c'est plutôt de relancer l'économie avec des baisses de taux. En l'occurrence, si on avait des hausses de taux, ce ne serait pas non plus nécessairement une mauvaise nouvelle. Frédéric l'a dit tout à l'heure en parlant de la devise, mais ça marche aussi sur le marché immobilier. On va ajuster la collecte en fonction du contexte. Donc si on avait une hausse de taux et donc de très bonnes affaires à faire, oui, ça impacterait le portefeuille qui aurait déjà été acheté, mais ce serait le moment d'accélérer sur la collecte pour justement bénéficier au maximum de cette fenêtre de hausse des taux. C'est des choses qu'on sait faire, qu'on a déjà fait sur Quorum XL. Et au contraire, j'ai envie de dire, plus un marché est volatile pour nous, notamment un marché immobilier, donc avec les évolutions de taux, plus il est intéressant parce que ça nous permet d'essayer de gérer la collecte pour pouvoir profiter de ces fenêtres de volatilité. Donc on saura en tirer profit. Oui, et puis enfin,
une bonne façon de se protéger, voilà, par exemple des hausses de taux, donc des prix de l'immobilier qui rebaisseraient à nouveau, c'est déjà de bien acheter. Voilà, et tout à l'heure, Philippe l'a dit, on a acheté l'immeuble 17 millions d'euros. Là, tu me parlais d'une expertise qui était déjà supérieure à 21 millions. Supérieure à 21 millions. Ça nous donne déjà de la marge pour absorber, tel qu'on peut imaginer, une hausse des taux, puisqu'on a déjà fait globalement de la création de valeur, une augmentation de la valeur. Et ça, c'est de la réserve. Et c'est ce qu'on a démontré pendant la période 2022-2023 avec la crise immobilière en Europe, c'est que le fait de bien acheter, ça vous protège quand même sacrément bien quand le marché immobilier se retourne. Et j'ajouterai un point quand même qui est assez important, c'est qu'en général, quand les taux d'intérêt montent, la devise monte. Donc c'est aussi intéressant et ça protège d'une certaine façon. Donc ça protégerait aussi le portefeuille. Ok, merci. Mathieu O qui nous demande, est-ce qu'on réfléchit chez Quorum à une SCPI qui investirait en Asie et ou en Inde? Tout ça, il faut que ça fasse du sens. L'Asie, c'est très grand. On va dire qu'il y a 2 zones. Il y a la Chine et le reste de l'Asie. J'en rajouterai une troisième quand même, qui est le Japon, qui est quand même une zone un peu à part en Asie. Alors on a beaucoup réfléchi au Japon à une époque, beaucoup regardé, qui est un pays intéressant. On ne va pas exposer là toutes les raisons pour lesquelles on n'a pas créé de SCPI pour le Japon. La Chine, pour moi aujourd'hui, c'est, pour nous chez Quorum, contexte politique compliqué. Ouais, c'est une zone interdite pour tout un tas de raisons. En tout cas, on n'y croit pas. En tout cas, on ne se voit pas emmener votre épargne en Chine. Et puis après, le reste de l'Asie, on pourrait effectivement regarder ces zones-là, mais on considère qu'il y a déjà une priorité qui est d'aller juste dans l'évidence qu'on a sous les yeux, que sont les États-Unis aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de l'expansion de Quorum XL, on a regardé et on monitore au quotidien, on suit au quotidien les pays asiatiques les plus intéressants, le Japon, Hong Kong, l'Australie également. Et voilà, si on n'y est pas allé, c'est qu'il n'y avait pas, selon nous, cette fenêtre immobilière plus devise au bon moment. Mais on les suit, on a des équipes dédiées pour les suivre quotidiennement. Donc, et on suit ça de près. Et puis, il faut savoir relever les challenges qu'on se sent capable de relever. Voilà. D'aller aux États-Unis, c'est un challenge qu'on se sent capable de relever. S'il fallait rajouter la Chine aujourd'hui, je pense que ça ne serait pas, dans nos capacités. Est-ce que Quorum USA est disponible dans l'assurance vie Quorum Life? Pas encore. Pas encore, parce que Quorum Life, c'est un assureur comme tout autre assureur, et donc il a l'obligation d'enregistrer ou de permettre la souscription à des produits déjà, on va dire, assez établis, avec une certaine diversification, tout à fait, on va dire, liquide, c'est-à-dire qu'un client qui peut souscrire et sortir à tout moment. Mais évidemment, comme Quorum Life l'a fait dans le passé, elle a intégré Quorum Eurion quand Quorum Eurion avait un peu grandi et grossi, et elle fera la même chose avec Quorum USA, et nous ne manquerons pas évidemment de vous prévenir dès que Quorum USA sera disponible dans Quorum Life, et ça dépendra évidemment de sa croissance qui a démarré donc il y a une dizaine de jours. Une dernière question peut-être, une question de Guillaume. Quand opérez-vous l'échange euro-dollar? Essayez-vous de l'acheter au moins cher ou bien au moment d'acquérir un bien, oui, ou encore au fur et à mesure des souscriptions ou autres? Alors comment c'est géré? On commence à avoir de l'expérience à ce niveau-là avec Quorum XL, donc évidemment on le fait, on essaie de le faire de la façon la plus intelligente possible. Donc on essaye d'encaisser les loyers quand il y a une fenêtre plutôt haute. On le fait sur la livre, on va le reproduire sur le dollar. Et pour donner un exemple concret sur le dollar, en l'occurrence sur la première acquisition, on a converti avant les élections américaines qui ont s'avéré un choc, ce qui nous a été plutôt favorable puisque le dollar s'est renforcé à la suite des élections américaines. Donc voilà, ce sera à nous de continuer à être le plus agile possible. On a des équipes aujourd'hui de gestion qui sont habituées à ces sujets-là. Et donc le but, c'est de créer un maximum de valeur pour la SCPI et donc pour nos épargnants également via la devise. Ok, merci beaucoup. Peut-être que Frédéric a un mot pour la fin. Non, mais écoutez, voilà, merci de votre confiance. Ce qu'on vous propose, ça nous semble faire du sens. Évidemment, et je reviendrai à ma recommandation initiale, il ne s'agit pas de mettre toute son épargne sur Quorum USA parce que c'est un produit qui intègre des risques en lui, mais c'est un vrai produit de diversification qui donne à son épargne une source de protection par rapport aux risques que représente l'Europe. Alors je ne suis pas du tout anti-européen, mais le fait est qu'on est dans une situation pas facile. Avoir un petit peu de son argent aux États-Unis, ce n'est pas complètement idiot. Alors en fonction de ses moyens, ça peut être 5%, 10%, 15%, peut-être 25%, ça me paraît le grand maximum, 20-25%. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas
n'hésitez pas à nous appeler, à nous Ouais. questionner. Et puis, ce produit, il peut faire du sens par rapport à une allocation Bien de sûr. votre épargne dans différentes SCPI Quorum, et notamment par rapport à Quorum Origine, qui, elle, est vraiment très européenne, ou Quorum Très Orion, établi. qui sont très établis en Europe. Et même, ça pourrait faire du sens avec Quorum XL, puisqu'on a deux devises qui peuvent être sur des cycles un peu différents. Et donc, ça viendrait peut-être aussi équilibrer votre risque global et vous donner des perspectives un petit peu différentes. Donc, voilà ma recommandation. On vous accueillera avec grand plaisir sur Quorum US, mais avec parcimonie et pour ce que cette SCPI est faite, c'est-à-dire vraiment vous diversifier. Et évidemment, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et nous vous donnons rendez-vous en physique, on l'espère, le 14 janvier à Salle Pleyel, donc à Paris, pour présenter les performances 2024 des produits de la gamme Quorum l'épargne, les CPI et l'assurance vie Quorum Life. Voilà, j'espère que nous avons répondu à un maximum de questions. Je vous remercie pour votre participation. Encore une fois, la rediffusion sera disponible normalement dès demain pour ceux qui auraient manqué une partie de ce webinaire. Je vous remercie pour votre présence et attention et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.